Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va voir comment investir en bourse sans se prendre la tête et notamment les secrets des ETF et des indices boursiers pour faire travailler ton argent de manière intelligente. Le programme aujourd'hui, c'est déjà de répondre à ces questions. Est-ce que tu veux faire travailler ton argent sans y passer tes soirées? Est-ce que c'est vraiment possible de battre ton banquier sans devenir trader? Peut-on investir en dormant bien la nuit? Donc dans ce podcast, tu découvriras comment investir proprement avec les indices, choisir tes ETF sans te noyer et mettre en place un plan de DCA automatique. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est pourquoi les indices sont tes meilleurs alliés, comment choisir tes ETF simplement, le plan DCA qui tourne en automatique, une gestion du risque ultra simple et des chiffres concrets pour la vraie vie. Voilà, donc programme assez chargé aujourd'hui, donc on va commencer directement avec les indices. Donc les indices, c'est vraiment ton pilote automatique. Mais on va voir aussi qu'est-ce qu'un indice boursier en fait. Donc un indice, c'est un panier d'actions qui représente un marché. Donc tu achètes le marché, pas une idée du moment, pas la mode du moment, tu achètes tout simplement le marché qui va être représenté par cet indice. Et quand une entreprise devient nulle, en fait, l'indice la sort automatiquement et la remplace par une meilleure. Et c'est là où il y a tout un process, vraiment un cercle vertueux qui se met en place pour toi en tant qu'investisseur particulier, c'est qu'un indice va avoir ce rôle auto-nettoyant. Je te prends les 3 gros indices du monde. Alors, si on centre le monde sur la France, donc tu as le SP500 aux États-Unis qui regroupe environ 500 grandes entreprises américaines. Tu as le Nasdaq 100 qui est aussi américain, qui regroupe les 100 plus grosses boîtes tech non financières. Et tu as le Nasdaq Composite aussi qui a un peu plus de 1200 sociétés. En fait, le Nasdaq 100, c'est les 100 meilleurs. Donc, que ça soit le SP500 ou le Nasdaq 100, tu retrouves quand même des grosses boîtes type Apple, Tesla, Nvidia, Meta, Microsoft, etc. Donc, tu retrouves quand même tous ces mastodontes qu'on peut connaître aujourd'hui, quel que soit le droit finalement où on est dans le monde. Et si on veut représenter les indices plutôt français, tu as le CAC 40 avec les 40 plus grosses sociétés françaises, tu as le DAX en Allemagne, tu as le FTSE en Angleterre. Voilà, chaque gros pays du monde a son propre indice et nous, en tant que particuliers, on peut tout simplement suivre les gros indices du monde. Voilà pour la partie indice boursier, j'espère que c'est plus clair. Donc en gros, c'est vraiment cette histoire de panier d'actions. En fait, quand tu achètes l'indice avec un ETF, tu achètes ce panier d'actions directement. Ensuite vient la puissance des intérêts composés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché US, il tourne autour de 7 à 10% par an depuis des décennies. Et si on prend une moyenne à 8% par an, avec 8% par an, ton capital, il double environ tous les 9 ans. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un génie finalement pour investir en bourse. Il suffit simplement d'être discipliné et patient. Et après, l'indice fait le gros du boulot. Et ton job à toi, finalement, c'est de rester assis et d'attendre, en fait. En tout cas, sur la partie bourse, il n'y a pas besoin de plus de travail que ça pour faire une bonne rentabilité annuelle. Et ce qui m'amène aux ETF, c'est vraiment le véhicule financier qui va te simplifier la vie en tant que particulier si tu veux reprendre par toi-même ton patrimoine financier en main. Un ETF, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Exchange Traded Funds. Donc, c'est un fonds coté en bourse qui réplique tout simplement un indice. Alors, ça peut répliquer aussi d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On va vraiment se parler des ETF et des indices. Donc, quand tu achètes une part d'ETF, c'est comme si tu achetais finalement une action, sauf que l'ETF, derrière, il s'occupe de te copier l'indice à la place. Et c'est là la magie de l'ETF, c'est que demain, tu as un ETF, je sais pas, qui vaut 50 €. Et s'il suit le SP500, donc un ETF qui copie le SP500, le gros indice américain dont on a parlé tout à l'heure, pour 50 €, finalement, tu vas être directement exposé sur les 500 plus grosses sociétés américaines avec cette capacité d'auto-nettoyage, c'est-à-dire que tu n'as rien à faire s'il y a des sociétés qui sortent du SP500 et d'autres qui rentrent à la place. Toi, tu n'as rien à faire, c'est automatiquement vendu par l'ETF et c'est automatiquement racheté par l'ETF.
Donc c'est ça la grosse magie des ETF aussi et c'est pour ça que les ETF plaisent de plus en plus. Moi, 100 de mes stratégies sont basées sur des ETF. Après, j'ai une technique bien spécifique dont je vais te reparler tout à l'heure qui me permet d'aller encore un petit peu plus loin dans le rendement. Mais grosso modo, ça, c'est vraiment ça l'idée, c'est que tu as des ETF aujourd'hui qui vont tout simplement te permettre de copier les plus gros indices du monde. Et donc, tout à l'heure, je te parlais des différents indices, donc SP500, Nasdaq 100, CAC 40, DAX, etc. Et bah, tu as un ou plusieurs ETF que tu peux acheter qui vont directement copier ces gros indices mondiaux. Les 4 réglages à comprendre avant d'investir. Donc, le premier réglage à choisir, c'est quel indice finalement tu vas choisir d'acheter. Donc, pour les débutants, il y a un indice monde dont tu as peut-être déjà entendu parler qui s'appelle le MSCI World qui va te permettre en fait directement d'investir dans un indice mondial. Donc, c'est un indice qui suit toutes les performances du monde entier. Et ça, c'est quand même pas négligeable parce que avec quelques euros, quelques centaines d'euros, tu vas être instantanément exposé sur les plus gros indices et plus grosses boîtes de ce monde en fait. Et donc ça inclut aussi toutes les boîtes américaines dont je t'ai parlé tout à l'heure, puisque cet indice, il est très quand même américain, puisque bah, c'est aussi les boîtes américaines aujourd'hui qui sont les plus grosses du monde. Et du coup, cet indice, il va être vraiment 60-70% aux États-Unis, mais il va te permettre aussi d'être exposé sur tout. Donc, tu auras les plus grosses boîtes françaises, les plus grosses boîtes allemandes, les plus grosses boîtes anglaises, les plus grosses boîtes japonaises, et ainsi de suite. Et instantanément, pour quelques centaines d'euros, tu vas être exposé sur le monde entier. Après, si tu vas être plus sur des croissance mixte ou croissance tout court, bah, c'est vrai que le SP500 et le Nasdaq 100 restent quand même des indices de référence dans ce domaine avec de très bonnes performances. Le marché américain a quand même tendance à surperformer les autres marchés sur ces dernières décennies en tout cas. Donc ça serait bête de pas forcément, enfin, ça serait bête de se priver de ce pourcentage supplémentaire qu'on peut obtenir sur ces marchés-là. Et puis après, si tu veux quand même soutenir les boîtes françaises, tu peux aussi mettre un petit peu sur un ETF qui va suivre le CAC 40, par exemple, où il y a aussi des indices qui suivent l'Europe. Ça s'appelle l'Eurostoxx. Donc ça va te permettre de t'exposer instantanément, par exemple, au SP500 aux États-Unis et aux Eurostoxx pour approcher plutôt l'Europe. Le deuxième réglage à prendre en compte, c'est les frais, ce qu'on appelle le TER aussi. Donc plus c'est bas, mieux c'est, hein, c'est des frais. Donc si on peut les minimiser, bah autant le faire. Et c'est vrai que les émetteurs d'ETF, donc les grandes sociétés en fait qui créent les ETF, donc en Europe ça va être Amundi par exemple, il va associer un frais fixe annuel sur l'ETF. Donc ça tu peux le voir en te connectant sur Amundi ETF par exemple. Tu verras tous les ETF qui référencent avec tous les frais qui vont avec. Et en fait, sur les gros indices, comme je t'ai parlé tout à l'heure, bah, tu vas être entre 0,07 et 0,3% par an. Donc, ça va être quand même assez avantageux par rapport à des fonds de gestion qui vont te prendre entre 1, 2, des fois 3% annuels. Et en général, ils vont faire moins bien que les ETF. Donc c'est aussi le deuxième gros avantage des ETF. Troisième réglage à prendre en compte sur l'ETF, ça va être est-ce qu'on veut un ETF capitalisant ou distribuant? Capitalisant, en fait, c'est qu'il va réinvestir automatiquement les dividendes. Ça va être parfait vraiment dans la phase de croissance de ton portefeuille parce qu'en fait, tu auras zéro friction et zéro fiscalité sur les dividendes puisqu'ils seront automatiquement réinvestis dans l'ETF. Et après, tu as des ETF qui vont être dits distribuants. Alors pour voir ça sur internet, en fait, les capitalisations, des fois ça va être capitalisant, pardon, ça va être des fois marqué C ou cap, et les distribuants ça va être marqué D entre parenthèses ou distrib en général ou distre, et ça va te permettre instantanément de savoir si c'est un ETF capitalisant ou distribuant. Et donc les distribuants, bah ils versent les dividendes. Donc ça peut être utile pour générer un revenu régulier complémentaire, mais ça je dirais c'est plus quand on a un gros capital en bourse. Quand je dis gros capital, ça va être 2 à 300 000 euros parce que là, du coup, tu peux utiliser ces dividendes potentiellement pour te verser une sorte de rente complémentaire annuelle. Même si personnellement, c'est un peu les montants que j'ai en bourse aujourd'hui.
Je vais pas forcément utiliser de distribuant pour autant parce que je préfère vendre des ETF pour me verser de l'argent que d'utiliser les dividendes qui vont être, potentiellement fiscalisés et cetera. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à choisir, la majorité du temps des ETF capitalisants, pour ma part. Ensuite, tu as une réplication physique ou synthétique, donc un ETF qui va répliquer physiquement un indice, bah, en fait, il va acheter physiquement les actions pour copier l'indice de référence. Donc si tu copies, si tu prends un ETF qui copie le CAC 40 et bah, physiquement l'émetteur de l'ETF, donc Amundi, si on garde notre exemple de tout à l'heure, il va acheter directement les 40, plus grosses sociétés françaises avec les bonnes pondérations, les bons pourcentages dans chacune des actions. Donc ça, c'est une réplication dite physique. Et après, tu as la réplication synthétique, donc qui va être un peu plus complexe. Je veux pas forcément trop rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un synthétique va pas forcément détenir l'intégralité des actions de l'indice qui copie. Mais malgré ça, il va quand même répliquer son indice de référence. Donc c'est là où c'est un peu complexe à comprendre parce qu'en gros, ce que je te dis, c'est qu'il va pas avoir dans son portefeuille l'indice, mais qu'il va quand même réussir à faire la performance de l'indice. Et donc ça, c'est via ce qu'on appelle notamment des contrats de swap. Et c'est là que ça devient plus technique et j'ai pas forcément envie de rentrer dans la technicité aujourd'hui. L'idée, c'est que tu retiennes juste qu'il y a deux types d'ETF et honnêtement, les deux performent plutôt bien. Certains vont être peut-être rassurés par avoir une réplication physique et d'autres, comme moi, ne vont pas forcément d'accorder une grande importance à ça. L'idée, c'est de trouver déjà des ETF qui nous conviennent et après, bon, qu'ils soient finalement physiques ou synthétiques, ça m'importe assez peu à partir du moment où j'ai trouvé déjà l'ETF qui me convient sur la stratégie que je veux mettre en place. Voilà, parenthèse fermée par rapport à ça. Ensuite, tu as le plan DCA. Donc, le plan DCA, c'est l'idée que c'est que tu verses et le temps travaille pour toi. Le DCA, tu en as peut-être entendu parler, ça veut dire Dollar Cost Averaging. Donc, c'est verser la même somme à date fixe. Exemple, bah, tous les mois, tu vas verser, je sais pas, 100 € par mois, 200 € par mois en bourse, quoi qu'il arrive. L'avantage du DCA, c'est que tu vas lisser ton prix d'achat. Donc, tu vas pas te stresser et te prendre la tête sur le timing parfait. Tu sais simplement qu'en début de mois, tu as 200 € à mettre en bourse, tu les mets et tu te prends pas la tête avec ça. Et le deuxième avantage, du coup, c'est que tu enlèves tout l'émotionnel qui va aller avec une analyse plutôt graphique, c'est-à-dire, ah zut, les prix sont au plus haut, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour acheter? Ah zut, c'est en train de se casser la figure, est-ce que je ferais pas mieux d'attendre pour acheter? Bah, en fait, tu te poses pas ces questions-là parce qu'en fait, tu achètes tous les mois, date fixe, quel que soit finalement le comportement du marché. Donc ça, c'est le gros avantage pour moi du DCA, surtout quand on débute, parce que ça enlève l'aspect prise de tête et l'aspect émotionnel. Et le dernier gros avantage, c'est que c'est automatisable, c'est-à-dire que tu peux faire en sorte, en fonction des outils que tu utilises pour investir, que en fait ce DCA se fasse automatiquement, c'est-à-dire que le courtier ou l'assureur aille directement prélever l'argent sur ton compte bancaire, l'investir et toi, tu n'as rien à faire, ça se fait de manière complètement automatisée. Un peu comme tu le fais déjà peut-être si tu as une assurance vie bancaire où en fait tu as mis en place un prélèvement mensuel avec ton banquier. Bah, c'est la même chose sauf que tu le fais toi-même, tu le gères toi-même et du coup souvent tu gagnes beaucoup plus d'argent que le sous-traiter à un banquier ou un gestionnaire de patrimoine qui serait pas très comment dire ça gentiment, qui serait pas très, plus axé sur ses revenus à lui que tes revenus à toi. Voilà, je vais dire ça gentiment. Et donc fais bien attention à ça, si tu as déjà des assurances vie ou si tu travailles déjà avec un CGP, vérifie bien les frais parce que souvent c'est pas très mis en avant, mais ça peut être très facilement vérifiable parce qu'en fait tu sais combien toi t'es prélevé tous les mois puisque tu as ton prélèvement bancaire sur ton compte bancaire et tu peux très bien voir combien arrive sur le compte de l'assurance vie par exemple en te connectant à ton compte d'assurance vie et en regardant si le montant qui apparaît sur l'assurance vie est le même que le montant qui t'a été prélevé. Je te prends un exemple concret. Demain, tu mets en place un versement de 100 € par mois avec
ton assurance vie bancaire. L'assurance vie bancaire prend 2% de frais d'entrée. Et ben, en fait, tu vas avoir un prélèvement de 100 euros, mais réellement, derrière, il y a 98 euros qui vont être investis et pas les 100 euros. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les frais d'entrée. Et après, tu as les frais de gestion annuels qui peuvent être aussi assez importants. Mais déjà, regarde bien tes frais d'entrée pour vérifier que c'est OK, que tu payes pas de frais d'entrée. Aujourd'hui, c'est très très simple d'avoir 0% de frais d'entrée, donc qu'il n'y ait pas de frais à l'entrée de ton assurance. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Quelques chiffres concrets pour la bourse, des ordres de grandeur. Moi, j'ai pas dans ce calcul-là, on n'inclut pas tout ce qui va être frais, fiscalité. C'est vraiment pour simplifier. Donc 200 euros par mois, par exemple, pendant 10 ans qui travaillent à 8%, bah, ça te fait environ 36 600 euros au bout de 10 ans et tu auras versé à peu près 24 000 euros. Donc, du coup, tu as fait à peu près 50% de croissance et tu as généré 12 600 euros de plus-value. Un autre exemple, 500 euros par mois pendant 20 ans à 8%. Bah là, en fait, tu auras à la fin 294 500 euros et tu auras versé 120 000 euros de ta poche. Donc là, la croissance, elle pèse 174 500 euros, donc plus que les 120 000 que tu as versés. Et un autre exemple avec ma méthode RSR qui fait plus de 20% par an, et bah, si tu mets 500 euros par mois pendant 20 ans, sur la méthode RSR, et ben là, tu auras généré plus d'1 million d'euros avec seulement 120 000 euros versés. La différence entre les trois, c'est vraiment une histoire de connaissance aujourd'hui. Si tu sais pas faire plus de 20% par an, c'est tout simple. C'est pas parce que tu es nul, c'est sûrement parce que tu débutes et aussi parce que tu n'as pas toutes les connaissances pour savoir générer ce type de pourcentage. Moi, aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que j'investis en bourse et au début, bah, forcément, j'avais pas ce type de rentabilité et la méthode RSR, j'ai déjà mis plus de 8 ans à la concevoir. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas comme ça arriver à créer du jour au lendemain parce que tu lis quelques articles et commences à t'intéresser à la bourse. Moi, j'ai quitté mon boulot d'ingénieur en mécanique en 2019. Donc, ça fait quand même plus de 6 ans aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, que je suis indépendant et que je regarde un peu tout ce qui se passe autour de la bourse. Donc, je continue même d'améliorer la méthode RSR aujourd'hui, qui a été créée, comme je te disais, en 2018. Par exemple, en 2020, j'ai rajouté la crypto là-dedans et je continue de faire évoluer la méthode mois après mois, année après année. Et je pense que d'ici quelques années, elle aura encore des meilleures performances. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que le temps dans le marché est bien supérieur au timing du marché. C'est 1000 fois plus important d'être régulier que d'essayer d'être génial dans tes investissements. Donc vraiment, te prends pas trop la tête. Ce plan aujourd'hui te permet de commencer la bourse si tu suis bien les différentes étapes. Tu vas être à même en fait de commencer à investir en bourse dès la semaine prochaine si tu as envie. La gestion du risque, qui va être simple et efficace aujourd'hui, je t'ai fait un petit pack pour sécuriser tout ça. Donc je t'ai fait un petit pack pour sécuriser, pour voir ce que tu peux mettre en place pour sécuriser ton capital et ton patrimoine. Déjà, numéro 1, il faut que tu regardes l'horizon de temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'en bourse, il faut toujours viser 5 ans, 5 à 8 ans minimum sur la partie action. Et si tu as besoin de cet argent, par exemple, dans les 2 ans, c'est pas forcément de l'argent à mettre en action. Si tu as un projet, je sais pas, un projet immobilier dans 2 ans où tu dois faire un apport, et bah, dédie un pourcentage de ton épargne pour créer cet apport. Tu fais ton calcul, voilà, dans 2 ans, il me faut tant, combien il faut que je mette par mois pour avoir cet apport dans 2 ans. Et tu verrouilles cette partie-là et le reste, s'il te reste de la capacité d'épargne mensuelle, et bah, tu peux le mettre potentiellement en bourse. Le deuxième pan très important, c'est d'avoir un coussin de sécurité, un matelas de sécurité, 3 à 6 mois de dépenses de côté hors bourse, parce que ça permet de dormir mieux et de pas vendre la partie bourse si jamais tu es en galère. Tu vas plutôt taper dans ton fonds de sécurité plutôt que d'aller vendre des actions, sachant que tu sais pas vraiment à quel moment tu vas avoir un coup dur et tu sais pas du coup dans quel scénario on sera du point de vue bourse, et ça peut être un bon moment comme un moins bon moment. Et le scénario catastrophe finalement, c'est de se retrouver à devoir vendre des actions au pire moment parce que tu en as besoin, parce que tu as un problème et t'as pas de fonds de sécurité. Donc fais bien attention à ça.
Sur la diversification, là, c'est là où je vais potentiellement t'étonner. C'est que 1 à 3 ETF vont bien choisis, ça suffit largement pour commencer à investir en bourse. T'as pas besoin de te diversifier plus que ça parce que tu te diversifies déjà via l'ETF. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un ETF MSCI World, tu vas être instantanément sur 1200 sociétés. Donc pourquoi tu vas aller te diversifier plus que ça? D'autre part, un ETF SP500, tu vas être instantanément sur 500 sociétés, Nasdaq 100 sur 100 sociétés, etc. Donc, ne fais pas de la suroptimisation et de la surdiversification, puisque avec des ETF, tu es déjà diversifié. Le rééquilibrage, qui est très négligé par les débutants aussi. Un bon rééquilibrage, pour moi, c'est 1 fois par an. Tu remets aux pondérations cibles, c'est simple, c'est mécanique, tu te prends pas la tête. Ce que je veux dire par rééquilibrage, c'est que, par exemple, si ta stratégie, c'est d'avoir, je sais pas, 70% d'actions, puis qu'à la fin de l'année, tu en as 75, et bah, les 5% que tu as en trop, tu les vends et tu les remets sur les répartitions, les classes d'actifs qui ont moins bien performé, ce qui te permet en fait de provisionner tes plus-values et de rebalancer l'argent. Et mécaniquement, ça améliore souvent la rentabilité et ça baisse le risque. Donc, pas négliger du tout. Et dernier point que très peu de personnes font aussi, c'est de mettre en place des règles émotionnelles. Donc, pas de décision les jours où tu pourrais paniquer, où la presse te fait paniquer. Tu notes ce que tu as envie de faire, tu respires, tu reviens le lendemain ou la semaine d'après et tu regardes si c'est toujours une bonne décision ou pas. Ça peut être la même chose quand on achète des objets. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet objet? Voilà, tu te le notes dans un coin et tu réfléchis quelques jours avant d'acheter cet objet. La version niveau expert, ça va être de potentiellement utiliser la méthode RSR. La méthode RSR, justement, c'est un indicateur clé que je regarde 1 fois par mois. En gros, si c'est un feu vert et un feu rouge. Donc, si c'est rouge, tu passes en cash si tu es sur ton PEA ou pourquoi pas même sur de l'or, par exemple. Et si c'est vert, bah, tu gardes et tu continues de rentrer en DCA. C'est pas infaillible, ça fait jamais rentrer au plus bas et ça fait jamais sortir au plus haut, mais ça réduit les grosses gamelles des grosses crises. Donc ma méthode, je l'ai backtestée sur les 26 dernières années et elle nous amène aujourd'hui 23,5% par an en annualisé et traverse 3 grosses crises majeures qui vont être la bulle Internet des années 2000, la crise des subprimes en 2008 et la crise inflationniste post-Covid de 2022. Et je suis très content de cette méthode parce que quand je l'ai créée en 2018, par exemple, on n'avait pas encore traversé toute la période Covid et la méthode RSR a très bien réagi sur la période Covid et la période 2022 aussi, et même plus récemment sur les taxes de douane de Trump. Donc vraiment, je suis très content de cette méthode et les 150 personnes que j'ai aidées à appliquer tout ça, je pense qu'ils sont aussi contents d'avoir cet aspect de protection où en fait on va avoir un gros feu rouge si ça sent le roussi, quoi. Donc ça va nous permettre vraiment d'être plus serein aussi sur l'argent qu'on place en bourse parce qu'on sait que en cas de souci, bah en fait on aura revendu avant que ça soit vraiment la grosse panique. Les réglages qui peuvent tout changer pour toi, si tu investis en bourse aujourd'hui, c'est déjà l'enveloppe, donc l'outil que tu utilises. Vraiment, si tu es en France, ça serait vraiment dommage et pour pas dire bête de pas utiliser ton PEA parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure fiscalité que tu peux avoir avec la partie action en bourse. Sinon, tu as aussi effectivement les comptes titres ordinaires ou pourquoi pas une assurance vie si l'outil est bon parce que en fait, les assurances vie, il faut pas toutes les mettre dans le même panier. Il y a des assureurs qui vont être très bons, qui vont référencer des ETF, etc. Et puis, tu as des assureurs qui vont être vraiment très vieille école avec des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais dans tous les sens qui vont fortement renier la rentabilité. Donc, tout n'est pas à mettre à la poubelle non plus dans l'assurance vie. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place là-dessus. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir potentiellement, comme je te disais tout à l'heure, des ETF capitalisants avec des frais annuels assez bas, un indice qui est clair, donc MSCI World, SP500, Nasdaq, CAC 40. Il faut éviter pour moi tout ce qui va être thématique complexe, coûteuse, naissante, avec peu d'antériorité, peu de passé. Il faut être assez vigilant aussi sur la date de la création de cet ETF pour vérifier qu'il traverse bien plusieurs décennies, au moins 10 ans, je te dirais, et vérifier comment il a bien copié son indice sur 10 ans, par exemple. Ensuite, vient l'automatisation.
Donc l'automatisation, ça va être de faire ton virement programmé tous les mois avec un ordre d'achat récurrent si ton courtier le permet et une revue mensuelle qui va durer peut-être 15 à 30 minutes si tu as envie de suivre tout ça. Et justement, pour suivre tout ça, tu as à ta disposition, en fait, il faut savoir que si tu t'inscris sur ma newsletter et que tu regardes notamment la formation que je t'offre en bourse, tu auras un moment ou un autre un accès aussi à un journal que j'utilise pour moi-même qui permet de suivre tout mon patrimoine et la rentabilité de mes investissements. Donc ça, c'est un Google Sheet et puis en fait, je rentre tout simplement les différentes informations et ça me centralise tout et ça me permet de faire ma routine mensuelle dans ce fichier. Et ensuite, la simplicité, et ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais mettre en avant aujourd'hui. Plus c'est simple, en général, mieux ça marche. Et la simplicité et la cohérence vont être vraiment supérieures à suivre la dernière idée du siècle, à suivre la mode du moment, etc. Les marchés, pour moi, ils récompensent plus les méthodes et pas la dispersion. Un petit exemple de l'impact des frais que tu pourrais avoir si tu décides d'investir en bourse, par exemple, entre des frais annuels à 0,2 et des frais annuels à 1%. Si tu mets 1 000 € par mois pendant 20 ans, bon, c'est une grosse somme, je te l'accorde, mais c'est aussi pour montrer l'impact des frais. La différence à la fin, c'est 53 700 € pour seulement 0,8% de frais annuels en plus. Donc, fais vraiment attention à ça parce que les frais peuvent vraiment aussi rogner ta rentabilité sur le long terme. Souvent, on s'en rend pas compte parce que c'est des petits pouillèmes tous les ans, mais additionné sur 10, 15, 20 ans, ça peut faire vraiment des grosses sommes. Et ces sommes-là, elles sont mieux dans ta poche que dans celle de la personne qui va prendre ces frais. Un petit mini FAQ express. Combien d'ETF faut-il? Donc pour moi, un seul ETF peut suffire. MSCI World par exemple pour commencer. 2-3 max si tu sais, mais seulement si tu as une vraie stratégie par rapport à ça. Capitalisant ou distribuant, par défaut, moi je vais toujours choisir du capitalisant. Distribuant, comme je te disais, si tu veux vraiment du cash régulier avec un gros capital. Faut-il timer le marché? Non, fais du DCA. Si tu veux un cran au-dessus, tu ajoutes une règle simple comme la méthode RSR que j'utilise par exemple, mais c'est optionnel. Et si ça baisse, ça baissera. Donc prépare-toi parce que la bourse, c'est jamais que du positif. Il y a des années négatives, donc il faut se préparer. Il faut te rappeler ton horizon de temps de placement. Il faut te rappeler que tu as un coussin de sécurité en cas de problème. Tu as ta règle, tu as ton plan. Et l'argent, vraiment, côté bourse, l'argent, il vient à ceux qui tiennent dans le temps et pas ceux qui paniquent à la moindre baisse. Donc fais bien attention à ça. Cette erreur classique à éviter en bourse, ça va être de changer d'ETF tous les 3 mois. Garde le cap, c'est vraiment la constance qui va te payer là dans tes investissements. Surpondérer la mode du moment. La mode, ça passe et les pertes, ça reste. J'ai donné comme exemple, c'est un exemple parce que c'est quelqu'un que j'accompagne, là, il avait acheté ça. C'est NIO. Donc, c'était parce que il y a eu une mode sur les voitures électriques, il a acheté ça et puis il a perdu 50% de son investissement. Donc, exemple typique de mode qui passe, où on se dit, tiens, c'est bon, c'est le moment, je mise tout là-dessus. Et puis, en fait, ça se casse la figure. Donc, attention à ça. Oubliez l'horizon de temps. L'argent court terme n'a rien à faire en bourse. C'est vraiment de l'argent long terme. Donc, long terme, c'est 5 à 8 ans minimum, comme je t'ai dit tout à l'heure. Regarder ton portefeuille 10 fois par jour, ça sert à rien. Tu t'épuises émotionnellement pour rien. Il faut se détendre. Regarder une fois par mois, c'est amplement suffisant, même si je sais que c'est pas facile au début. Se surdiversifier. Comme je te disais, mettre par exemple 12 ETF redondants, c'est vraiment une usine à gaz et ça sert à rien. Enfin, une erreur, ça va être d'ignorer les frais, comme on en a parlé, et ne pas écrire les règles et ta stratégie, parce que tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Donc, si tu veux rajouter une petite annotation sur un cahier ou sur le fichier que tu vas utiliser pour suivre tout ça, mets bien tes règles noir sur blanc sur la première page au tout début et suis vraiment tes règles. Le plan d'action en 5 étapes pour toi, ça va être de clarifier du coup ton horizon de temps et ton besoin. Donc, comme je te l'ai dit, tu mets de l'argent dont tu n'as pas besoin avant les 5 ou 8 prochaines années. Si c'est OK, tu peux acheter ça et mettre ça potentiellement en action en ETF. Mais mets d'abord un matelas de sécurité si tu n'en as pas.
Ensuite, tu choisis ton enveloppe, donc PEA quand c'est possible, sinon ça peut être compte titre ou assurance vie. Tu sélectionnes 1 à 2, 3 ETF, 2 ou 3 ETF max, et tu investis dessus. Tu automatises ton DCA. Tu fais ton virement automatique, ton ordre est récurrent, avec un montant fixe, donc 100, 200, 300, 500 euros par mois, et une revue mensuelle de 15-30 minutes, équilibrage une fois par an. Et l'option bonus, ça va être d'utiliser potentiellement la méthode RSR et mon accompagnement en bourse pour mettre tout ça en place ensemble et dépasser les 20% par an. Si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description de cette vidéo et de ce podcast qui vont te permettre d'accéder à une vidéo complémentaire qui est une formation gratuite en bourse que je te propose. Et si à l'issue de cette formation, ça t'intéresse d'aller plus loin, tu auras aussi la possibilité de me contacter directement pour en savoir plus sur cette méthode RSR. Donc voilà, maintenant, l'idée, c'est que tu passes à l'action. Si cette présentation t'a été utile, tu peux la partager à un ami qui veut investir en bourse sans se compliquer la vie. Tu peux t'abonner au podcast des Nouveaux Rentiers et à la chaîne YouTube pour pas rater les prochaines vidéos. Tu peux découvrir la méthode RSR qui est ma stratégie d'investissement en action, qui est simple et qui est performante et qui prend moins de 30 minutes par mois. Tu as le lien dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. Et juste un dernier mot, tout ça, c'est pas du conseil en investissement personnalisé. Il faut toujours adapter ta stratégie à ta situation. Donc, forme-toi et informe-toi sur le sujet pour prendre aussi les bonnes décisions. Ça peut être tout simplement aussi prendre un rendez-vous avec moi pour en discuter directement ensemble. Mais crois-moi, sur le long terme, c'est toujours la simplicité qui gagne. Les indices et les ETF qui suivent les indices et les ETF qui les suivent sont vraiment tes amis côté bourse. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, ce podcast t'ont plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre une notation sur les podcasts, donc Spotify, Apple Podcasts, etc. Une petite note, ça m'aide toujours, ça donne de la visibilité au podcast. Si tu es sur YouTube, un petit like, un petit commentaire pour échanger aussi si tu as des questions ou des remarques. Et n'hésite pas à partager ce contenu si ça t'a plu à tes proches, ta famille, tes amis, etc. C'est comme ça que tu peux faire connaître cette chaîne YouTube et ce podcast au plus grand nombre. Voilà, je te souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée en fonction de quand tu regardes ce podcast. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.